L'invité du jour est Geoffroy Vara. Il est le directeur général de Trui TV et Watt FM. Avec lui, nous parlerons aujourd'hui de deux sujets. Premier sujet, le lancement des activités de la brasserie SN Brafaso. Et second sujet, coup d'État en Guinée-Bissau. Ambalo, s'est-il réellement fait emballer? Bonjour et bienvenue à vous, Geoffroy Vara. Bonjour Serge Caboret, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. On parle, pour commencer nos échanges, de la SN Brafaso qui est de retour avec l'État qui a décidé d'investir. Historiquement, que représente Brafaso lorsqu'on parle de cette ancienne société devenue aujourd'hui SN Brafaso? Bon, quand on parle de Brafaso, je pense que c'est d'abord un élément qui suscite au départ beaucoup d'espoir, qui est d'abord l'émanation d'un Burkinabé, homme d'affaires, du nom de Mohamed Sogli. Et on se rappelle tous, en 2004, lors du lancement, ce qu'a été son propos. C'est-à-dire que pour lui, c'est dans l'offre qu'on a déjà en matière de brasserie, avoir celle burkinabé qui soit celle aussi qui permet d'embaucher sur place et d'être une offre alternative à ce qu'il y avait déjà. Donc je pense que c'était déjà un élément assez intéressant de savoir que sur ce secteur-là, il pourrait y avoir donc un national qui puisse compétir avec les autres, même si pour beaucoup, ce sont des secteurs qui sont ceux qui demandent beaucoup d'investissement et qui demandent aussi beaucoup de rigueur dans la gestion. Donc je pense que c'est d'abord cela, cet espoir nourri là, d'avoir un national dans un secteur qui est quand même aussi assez clé. Et donc c'est quoi? Fondation en 2002, lancement en 2004, et puis comme on connaît les choses, il y a, je ne sais pas si c'est sous pression ou quoi que ce soit, mais bon, il y a un changement de statut qui permet en 2006 à certains de rentrer dans le capital, et puis en 2008 les déboires on laissait tous et la société est obligée donc d'arrêter. Et puis on a tous suivi ce qu'il y a eu comme suite juridique avec ce qui est arrivé en 2011, la décision de liquidation, et l'État qui, pour reprendre, décide d'éponger un certain nombre de dettes. Je pense qu'il y avait l'UBI qui était cité comme étant celui à qui l'on devait, il y avait la CNSS, il y avait aussi les impôts, donc c'était en gros 24 milliards, et cela a été donc épongé par l'État qui a décidé de reprendre donc la société en son compte et la relancer. Il y a eu même un plan de relance, ma mémoire est bonne, je pense en 2015, et depuis toutes les tentatives ont été vaines et n'ont pas forcément porté fruit. Et on en arrive avec le président aujourd'hui, Ibrahim Traoré, qui dit que ça ne peut pas rester comme ça. Il faut que l'on mette les bouchées doubles pour pouvoir effectivement avoir cette relance-là. Et c'est comme ça qu'un an après, on se retrouve donc à l'inauguration à laquelle nous avons eu droit cette semaine. Justement, à cette inauguration, le président a aussi rappelé que ça n'a pas été chose facile. Il y a eu un semblant de sabotage lorsqu'il était question de mettre en place la nouvelle usine. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un acte de relance industrielle à l'échelle nationale? Je crois que c'est un acte qui est fort des symboles déjà. Pourquoi? Parce que j'ai dit d'abord, c'est un secteur qui est très important. C'est un secteur qui est clé. Il n'y a qu'à voir dans ce que nous avons comme fonds de soutien patriotique, la contribution qui vient de ce secteur-là, vous comprendrez comment est-ce que c'est quand même assez clé. Alors que quand vous voyez le pourcentage qui revient à ce fonds, vous avez qu'à multiplier par le reste pour comprendre ce que pourraient être les chiffres d'affaires. Vous comprendrez que c'est quand même assez faramineux. Maintenant, le caractère souveraineté sur le plan économique, c'est quoi? C'est sur certains leviers avoir pas forcément un genre de contrôle, mais avoir aussi une main. Et ça va sur les questions de monnaie. Je pense que ça, c'est un débat qui est en train de se faire, mais aussi sur les questions, sur certains produits que l'on trouve essentiels. Et je pense que sur la question de la brasserie, essentiel, les gens diront non relativement au caractère consommation, mais essentiel sur ce que cela peut être pour moi sur le plan économique en termes de création d'emplois, même en termes de création de richesses. Pour moi, c'est déjà assez important. Et donc, lorsqu'on est dans une ère où il est promu que le Burkinabé doit pouvoir être capable d'être présent un peu partout, dans tous les secteurs, et qu'il a sa capacité et forcément son génie
à mettre en œuvre. Je pense qu'il y a un État qui tente de donner l'exemple en multipliant les facteurs de transformation que nous pouvons avoir dans notre pays. Et je pense que le secteur de la brasserie en est aussi un. Et ça allait être dommage d'avoir cet exemple-là pour lequel maintes fois on a tenté la relance, et que dans le contexte où on est en train de créer de nouvelles entreprises, on ne pense pas par exemple à pouvoir réveiller celle-là, étant entendu que par le passé, plusieurs fois, l'on a tenté. Vous avez assisté à la cérémonie du lancement officiel des activités de la SN Brafasso. Et c'est situé au niveau de Komsilga. Quels peuvent être les impacts directs et indirects, notamment en termes d'emploi sur cette localité et même dans la région du centre de façon générale? Là-dessus, on a écouté les autorités locales. Déjà, féliciter le fait de l'implantation là. Et le ministre qui est revenu sur les emplois directs que cela crée, c'est des milliers, et indirects. On sait ce que cela vaut en termes de personnel. Quand on parle de ces brasseries, ce sont des industries, ça demande un gros personnel. Maintenant, autour, il y a tout un écosystème qui s'est créé, parce qu'il y a une communication qu'il faut mettre en branle, il y a un réseau de distribution qu'il faut construire, et puis il y a aussi comment on dit ça, les revendeurs qui trouvent donc un secteur qui est encore plus dynamique. Je pense que c'est tout cela qu'il y a dans la chaîne et qui seront donc impactés de façon intéressante. D'abord sur le plan local, parce qu'il y aura une bonne partie, il y aura forcément une part belle qui sera faite à la localité là où elle est instituée en termes de Komsilga, en termes de recrutement. Et puis pour ceux qui sont donc aux alentours, c'est clair que cela va donner un dynamisme et offrir des alternatives. Ça c'est indéniable. On sait également que le secteur de la brasserie au Burkina Faso est extrêmement concurrentiel. On se souvient des difficultés qu'il y a eu à relancer déjà Brafasso. Il y a eu d'autres entreprises qui s'y sont essayées justement en termes de brasserie, mais qui se sont heurtées toujours à ce secteur concurrentiel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une place pour la SN Brafasso? Moi je dirais oui, il y a une place. Il y a même une bonne place. Maintenant, vous parliez de concurrence. On sait que souvent, les concurrences ne sont pas forcément saines. Et je pense, je le disais tout à l'heure, dans une nouvelle ère, quand même, quoi qu'on dise, dans un contexte nouveau. Le contexte nouveau, c'est déjà celui de la promotion du consommant burkinabé. Et pour moi, ne serait-ce que ça, c'est un élément majeur en termes de confort pour le lancement d'une telle brasserie. Pourquoi ? Parce que les Burkinabés aujourd'hui sont donc enjoints dans tous les compartiments de leur vie à donner la préférence à ce qui est produit ici et produit par nos capitaux. C'est ça qui est important. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est un élément, un argument de taille. C'est-à-dire que communicationnellement, ça sera un élément qui mettra forcément dans un confort. Et puis, il y a derrière aussi, quoi qu'on dise, bon, j'ai vu pendant la dégustation, j'ai vu même pendant la cérémonie, la fierté qu'on lisait sur les visages et la fierté qui était exprimée par la plupart des gens qui étaient là. Donc, les Burkinabés comprendront et se diront, voilà une bière qui est à nous. C'est ça qui est important. Et donc, pour moi, dans ce contexte-là, ça sera difficile d'échouer. Et on sera beaucoup plus regardant et peut-être même exigeant à l'endroit de ceux qui vont gérer cela, parce qu'ils n'ont pas de raison d'échouer. Le contexte est tellement favorable que je me demande quels pourraient être les obstacles. Maintenant, derrière, il y aurait un gros travail à faire, ça c'est clair. Quel est ce travail nécessaire selon vous? Mais j'ai dit, il y a le circuit de distribution sur lequel il faut travailler de façon intense. Quand vous regardez, on ne va pas faire de la langue de bois, on va citer des noms. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a le géant français Calcel quand même qui est là depuis 90, qui sur le marché a une certaine hégémonie. Et qui est déjà implanté sur toutes les avec, selon certains chiffres, près de 4 millions de bouteilles produites par jour. Donc quand vous regardez ça, c'est vraiment un monstre sur le marché. Maintenant, il y a de la place. Il y a de la place. D'autant plus que quand on regarde, il y a quand même l'IPS qui est venu en 2017, qui est à quoi? Peut-être 430 000 hectolitres de production par an. La capacité de SN Brafasso, c'est 600 000 hectolitres. Donc vous voyez que si en 2019, certains viennent et continuent de pouvoir grappiller des parts de marché, ça veut dire que c'est possible. Et quand je faisais mes recherches, par exemple, il y a des données du cabinet Barthas qui dit par exemple que ce qu'on avait en termes de production de bière, regardez bien les chiffres, en 2018, 2,1 millions d'hectolitres. En 2024, vous savez, on est à combien? 3,1 millions d'hectolitres. On est deuxième dans l'UEMOA derrière la Côte d'Ivoire qui est en gros à 4,8 millions d'hectolitres. On parle bien du Burkina. On parle du Burkina. Donc ça veut dire que c'est un gros marché, c'est un vaste marché. Maintenant, chacun doit y grappiller sa part. Je disais tout à l'heure, il n'y a qu'à regarder les parts
dans les bouteilles que nous consommons, qui revient au fond, vous regardez, je vais dire, en termes de pourcentage, c'est minime, mais regardez quand on fait le point, ce que ça représente. Allez au chiffre d'affaires, vous allez faire le calcul, vous allez comprendre. Donc je veux dire que c'est un vaste marché sur lequel il y a quelque chose à faire. Il y a eu le courage à réveiller SN Brafasso. Il y a un contexte qui pour moi est assez favorable. Et puis il y aura aussi forcément, et ça c'est un autre élément, la politique des prix qui sera appliquée, qui pourrait être un élément pour moi qui ferait la différence. Jusqu'à présent, on n'a pas d'idée sur les prix. On n'a pas encore d'idée. Mais je pense que c'est un élément aussi qui pourrait faire la différence. Et ma foi, il y a un élément important à jouer là-dessus. C'est vrai que les autres brasseries emploient aussi des Burkinabés, ça il faut le dire. Mais pour moi, ça vient apporter du dynamisme à un secteur qui en a besoin. Et puis, on est dans un pays où on a besoin de ressources parce que nous sommes partagés, je le dis toujours, entre les prioritaires, le nécessaire et le primordial. On est dans un pays qui fait face à un terrorisme. On a besoin de moyens, il faut aller les chercher. Et si on a ce type d'initiatives qui permettent, de par les productions, de par la rentabilité, à pouvoir renflouer les caisses de l'État, on ne peut pas cracher dessus. Donc pour moi, c'est un élément qui est fort. Et il y a aussi derrière le symbole de ce que tout est lié, pour moi, à un élément majeur. C'est la volonté politique, mais assumée. Et ça, le ministre le disait lors de son de la sortie à l'inauguration. Il y a eu plusieurs tentatives. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Il faut se poser des bonnes questions. Et regardez, quand j'ai dit les dettes qui étaient suivies, c'était à près de 24 milliards. Aujourd'hui, c'est 17 milliards en gros, je pense, un peu plus, qui ont été mobilisés pour pouvoir réouvrir cela. C'est vrai que sans commune mesure, on ne fera pas de comparaison. Essuyer une dette et puis investir, c'est deux choses différentes. Mais je veux dire, qu'est-ce que cela a englouti au fil des années, même avec un plan de relance qui a été voulu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais je pense que c'est la volonté qui a été la différence, et une volonté assumée. Que de se dire, il y a seulement un peu plus d'un an, on va réveiller cela, et puis un an après, on fait l'inauguration. Pour moi, c'est un élément fort. En tout cas, la fibre patriotique au plan industriel est bel et bien relancée. Le consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons est une réalité. On va passer au second sujet avec vous, Geoffroy Vaha. Sissoko Embalo s'est-il réellement fait emballer par son chef d'état-major au niveau de l'armée de terre? La nouvelle est allée assez vite. Comment avez-vous accueilli une telle information? Bon, déjà, surprise, ça c'est clair. Surprise pour moi, divers éléments. Surprise relative d'abord, parce que on sait que le contexte bissau-guinéen, il est un contexte assez volatile, fragile. Déjà depuis 2020, quand on regarde un peu comment Embalo est venu, il y a à se poser beaucoup de questions dans ce qu'il y a eu entre la commission électorale et la Cour suprême, avec une CEDEAO qui jouait aussi le mode de pression. On a vu comment on est allé d'abord de contestation de résultats à une Cour suprême qui était obligée de dire à Domingos Pereira que bon, écoute, c'est vrai que vous venez vers nous pour dire que bon, vous n'êtes pas d'accord, mais il y avait d'abord à dénoncer au niveau de la commission électorale ce que vous n'avez pas fait. Après, il y avait la CEDEAO qui était entrée dans la danse et qui avait demandé de revoir un certain nombre d'éléments. La commission électorale qui est répartie encore sur la question des décomptes. La Cour suprême qui, elle, disait qu'elle n'était pas d'accord parce qu'il y a une ingérence et qu'elle ne comprend pas. Mais dans tous les cas, après, on a vu monsieur Embalo qui est sorti vainqueur de ces élections. Mais après, même au niveau de l'Assemblée nationale, il n'a pas pu avoir cette majorité-là qui est revenue au PAIGC, je pense, c'est Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, je pense, et justement de Pereira. Et donc, quand on regarde, quelqu'un qui a cet inconfort-là à l'Assemblée nationale n'arrive pas forcément à bien gérer les choses. Dissolution, après on tente de reprendre des élections législatives, mais ça ne fonctionne pas forcément comme on veut. Donc il a une opposition qui est très forte. Le PAIGC qui a pendant longtemps aussi dirigé ce pays-là, et donc qui est un homme qui a été contraint à l'exil, mais qui est revenu en septembre justement pour candidater pour ces dernières élections-là, même s'il a été écarté. Donc je veux dire que c'était un cocktail qu'on avait déjà. Et donc
il y a une surprise relative à voir ce qui est en train de se passer. Mais j'ai dit surprise aussi, pourquoi? Parce que il y a la façon dont même la chose se passe. Parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il s'est fait emballer lui-même Mais dans tous les cas, il y a un élément, c'est quand même assez surprenant de voir un chef d'État qui appelle un élément d'une rédaction pour lui raconter comment il est en train de subir un coup d'État. C'est là l'étonnement, ça paraît un peu surréaliste. Ça paraît un peu surréaliste à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux, parce que quand on est dans ce n'est même pas un inconfort. Quand on est dans ces moments qui sont assez difficiles, parce que quand on parle de coup d'État, ça ne passe pas forcément comme on n'en sort pas comme on rentre au marché. Ça se passe souvent très mal. Ou par moments on a eu des bords d'hommes et tout, et c'est des hommes armés que vous avez en face et qui sont souvent difficilement maîtrisables. Donc vous êtes dans une situation qui est assez difficile. Et lui, ça allait d'être tranquille, comme il rentre dans son bureau, et il a même son téléphone pour pouvoir appeler une rédaction pour lui dire un peu, lui raconter comment ça se passer. Pas de son pays. C'est pour ça que je dis il y a une surprise à plusieurs titres, et puis ça rappelle un peu l'une des sorties du président du Faso sur les liens forts qu'il y a entre certains médias internationaux et nos pays, même pas en termes de je ne sais pas comment je vais dire ça, en termes de rapports sains, mais en termes de rapports malsains. C'est-à-dire que certains de nos pays qui sont actionnaires même dans ces entreprises-là, dans ces médias, et des fonds qui sont virés à chaque période pour pouvoir maintenir ce lien. C'est parce que ça existe qu'un président, lorsqu'il est devant une situation pareille, ne pense même pas à autre chose qu'à informer sur son lien qu'il a dans cette rédaction-là, et comme s'il partait pleurnicher auprès de ce dernier-là pour avoir un écho à ce qui est en train de se passer. On se pose beaucoup de questions en tout cas, mais c'est dans ce contexte-là que les choses se sont passées assez facile quand même. Et pour le profil qu'on connaît de Embalo, qui est, quoi qu'on dise aussi, un homme qui a fait stratégie militaire, qui est diplômé aussi des Sciences Po, on se dit c'est quelqu'un qui pouvait voir aussi les choses venir et qui, pour ce fait-là, aurait un minimum de sécurité autour de lui, mais qu'on fonce comme dans du beurre comme ça et aller le cueillir dans son bureau, ça a se poser aussi beaucoup de questions, dans un contexte où on sait qu'il y avait déjà aussi des militaires, dit-on, qui avaient tenté d'entrer à la commission électorale. Donc ça fait que on se pose en tout cas beaucoup de questions. Les choses sont allées assez vite en Guinée. Le tombeur d'Embalo qui vite fait a été installé. Qu'est-ce qu'on sait de lui et comment appréciez-vous justement la réaction de la communauté sous-régionale, la communauté internationale? Et je veux parler de la CEDEAO qui a vu venir la crise lorsqu'il était question d'organiser l'élection. Embalo qui disait qu'il ne sera pas candidat, finalement qui est candidat. Ils ont assisté à ces élections et tout. Comment est-ce que vous appréciez leur réaction et qu'est-ce qu'on sait aussi du tombeur d'Embalo? Bon, le tombeur d'Embalo, Horta Tam, c'est comme ça qu'il appelle le général. De ce qu'on sait, c'est que c'était un proche aussi, quoi qu'on dise, de Embalo. C'est lui qui était à la tête de l'armée de terre, et pour certaines indiscrétions, pendant qu'Embalo entrait dans l'armée, c'est quelqu'un aussi qui suivait sa formation, et quand vous regardez, c'est quelqu'un aussi qui a connu son cursus fortifié avec aussi chose comme on appelle ça, avec Embalo, et c'était le décrit comme étant quelqu'un de loyal. Donc on va dire que c'est un proche. C'est peut-être pour cela que beaucoup même de Bissau-Guinéens ne sont pas trop convaincus de la brutalité des changements qui est en train de se faire. Réellement d'un coup. Voilà. Ils se disent que ça ressemble à quelque chose d'arrangé, mais je pense aussi qu'il y a un vin qui est tiré aussi et qui est en train d'être bu, ou même qui est bu, c'est que il y a donc Horta Ntam qui a été installé quand même hier. Donc c'est fini, la parenthèse elle est terminée pour ce qui concerne Embalo. Maintenant, comment lui est-ce qu'il va se projeter, ça c'est d'autres questions. Je pense que c'est des éléments aussi qu'on avait eu en termes de lecture sur le cas gabonais. Beaucoup disaient à un moment donné, mais est-ce que quand on regarde, ce n'est pas l'action du faux perdant qui n'a pas envie de se voir jugé par ses profondeurs et préfère avoir des proches qu'il aura suscité pour arranger les choses après. Mais regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de jugement concernant le clan Bongo. Vous posez la question de savoir si vraiment Brice Oligui Nguema avait été celui qui était envoyé, c'est qu'il est en devoir d'ingratitude. Pour le cas aussi bissau-guinéen, nous ne savons pas. Mais il y a beaucoup de suspicions qui sont émises relativement à la façon dont ça a été mené. Et bien, il y a une réalité, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment
tout eu sous Embalo, mais comment est-ce que cela peut être, comment est-ce que cela ne peut pas être? C'est rare d'avoir des coups d'État dans lesquels on ne voit pas tremper les personnes proches du président. C'est très rare. Et ça, c'est des éléments qui arrivent difficilement. Mais ce à quoi on a souvent assisté, c'est, si ce n'est pas quelqu'un de la présidentielle, c'est quelqu'un qui a été nommé et qui a eu tous ses galons sous le président qui est tombé. Et c'est souvent cela qu'on a. Et même, pour moi, ce n'est que logique, parce que pour pouvoir impacter jusqu'à un coup d'État et avoir l'appareil avec soi, il faut un certain degré aussi de manœuvre possible. Et cela, vous ne pouvez l'avoir si ce n'est avec, à un moment donné de votre parcours, la confiance donnée par celui qui gère donc l'État. Donc c'est des éléments qui sont pour moi logiques. 2 minutes de temps d'antenne. Quelle est l'appréciation par rapport à la réaction de la communauté sous-régionale? Je veux parler de la CEDEAO qui a organisé un sommet virtuel d'urgence. Et aussi, quelles sont les leçons à tirer pour la plupart des pays de la sous-région? Quand on regarde, ça s'embrase. C'est vrai que quand on regarde, il y a la condamnation et puis cette pas presque injonction de demander à ce qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est des éléments qui ont été entendus aussi par quoi qu'on dise le nouveau venu, qui a promis un retour. Je pense qu'il a promis une transition d'1 an. Donc ça veut dire qu'il entrevoit dans un certain délai un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, la question de la condamnation, pour moi, c'est un élément logique. Tous ceux qui font partie de la CEDEAO ont convenu que les coups d'État ne sont pas des moyens d'accession au pouvoir. Et donc, c'est logique, puisque c'est des éléments auxquels tout le monde a adhéré, et que lorsque ça n'est pas respecté, il y a cette condamnation. Et je pense que même chez nous, en AES, on ne va pas accepter qu'il y ait un coup d'État dans l'un des 3 pays, ça sera condamné. Donc, c'est un élément d'appréciation qu'il faut déjà avoir. C'est un élément principien. Maintenant, après, on peut faire le débat et le reproche de l'attentisme devant certaines situations qui sont de l'ordre de concourir à des difficultés plus que probantes. D'autres qualifieraient d'autres formes avec un coup d'État constitutionnel. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, ce qu'on peut faire comme autre débat, c'est de se dire où sont ces institutions-là lorsque de façon manifeste, on a quelqu'un qui est en train d'embrigader le pouvoir. Regardez ce qui s'est passé avec Embalo. On le retrouve un peu partout. Je parlais tout à l'heure de Pereira, Domingos Pereira. Il est rentré en septembre pour candidater à l'élection présidentielle. Vous vous rappelez qu'en 2020, c'est lui qui est venu en tête au premier tour. Après, il y avait Embalo. Au second tour, Embalo s'est allié avec le président sortant. Il y a un certain nombre d'éléments pour pouvoir inverser la tendance. Celui qui était candidat en 2020 et qui était le premier au premier tour, aujourd'hui, c'est celui-là qui a vu l'invalidation de sa candidature. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat sur Diaz. Diaz qui, quand on regarde, a eu aussi, quoi qu'on dise, capital sympathie auprès des Bissau-Guinéens. Et c'est bien pour cela que lui aussi avait dit que il avait aussi annoncé sa victoire. Après, on a eu aussi celle annoncée par Embalo à plus de 65%. Et puis, selon même Pereira, il y a eu cette incursion voulue au niveau de la commission électorale, justement pour annoncer les résultats d'Embalo. Donc, quand on est dans une situation où on a toujours le recours à l'écartement des personnes qui comptent dans le processus, il ne faut pas avoir la surprise qu'après, puisqu'il n'y a pas l'expression claire du peuple, qu'il y ait ce genre de situation. La preuve, qui est sorti pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer? C'est vrai, on dira qu'il y a des hommes en armes dehors, mais ça s'est passé comme un couteau dans du beurre. Où sont passés les 65% de Embalo? Personne ne prend la parole. Mais c'est ça la réalité. Quand on a une CEDEAO qui laisse faire, lorsqu'il y a des processus électoraux, des éliminations de candidats qui ont derrière eux une bonne partie des populations, ça donne ce que c'est en train de donner. Et suivez mon regard. Et après, on vient jouer les pompiers après le feu. C'est ce qui est dommage. Maintenant, sinon, la condamnation
principienne, pour moi, c'est un élément logique. En tout cas, merci à vous, Geoffroy Vaha. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Truth TV et Watt FM. Merci d'avoir partagé ce temps d'antenne avec nous. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Truth TV et Watt FM. Merci sur le ferme, ce numéro du Déj Matinal Info. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant, lundi pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.